Théo Cassani, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous rencontrer dans le cadre de cette première série d'entretiens pour la chaîne YouTube Zone Critique. Alors nous sommes présentement dans le Jardin Atlantique, quartier Montparnasse à Paris. Sur votre proposition, pourquoi avoir choisi spécifiquement cet endroit pour nous rencontrer ? C'est un endroit que j'aime beaucoup, en partie en raison de la façade qui est derrière moi. Et aussi parce que c'est un jardin bâti au-dessus des quais de la gare Montparnasse. Et je trouve ça très émouvant l'idée d'être dans un endroit un peu étrange comme ça, qui est à la fois un point de départ et un point de repos. Et donc je suis très heureux qu'on soit ici. Alors justement, gare Montparnasse, c'est un endroit où il y a du passage, où on se meut, tout comme dans votre roman Rétine, on en parlera tout à l'heure, donc c'est aussi pour cela donc, que nous nous voyons aujourd'hui pour parler de Rétine. Alors c'est votre premier roman que vous avez publié en 2019 chez POL. Comment avez-vous établi vos premiers contacts avec cette maison d'édition ? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous faire éditer chez POL ? Si vous pouvez nous en dire un peu plus. Alors pour commencer par la seconde partie de la question, je recommençais la phrase. Alors pour commencer par la seconde partie de la question, c'est avant tout un rapport de lecture que j'ai tissé avec POL à l'adolescence et dans mes premières découvertes littéraires. Il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui m'ont beaucoup marqué et qui ont nourri mon regard et ma pratique. Et ensuite j'ai écrit ce texte durant 2 ans, d'abord au Japon puis à Bruxelles, dans le cadre de l'atelier des écritures contemporaines de la Cambre. Et à la fin de cette année-là, j'avais accédé à une première version de manuscrit qui est arrivée sur le bureau de Frédéric Boyer, l'éditeur des éditions POL, un peu avec plaisir de mon côté, mais indépendamment de ma volonté. Et donc le contact avec eux s'est fait de manière un peu fortuite, mais très belle. Et j'ai évidemment été très heureux lorsqu'il m'a proposé que ce texte paraisse sous cette belle couverture. Alors on peut le dire, vous avez 26 ans aujourd'hui, donc 24 ans au moment de la parution de votre roman. Est-ce que votre jeune âge était un atout ou plutôt un inconvénient ? Comment cela a-t-il été perçu quand vous avez tenté donc, de vous faire publier chez POL ? À vrai dire, je n'ai pas vraiment l'impression que cette question ait été primordiale de mon côté. Je pense que c'est un élément qui évidemment façonne et participe de la matière de mes textes, dès lors que j'y décris et que j'y aborde des choses qui peuvent à certains égards être générationnelles. Mais dans le rapport éditorial ensuite, c'est quelque chose qui peut évidemment être mentionné par tout le tourbillon de communication et médiatique qui entoure la sortie d'un livre, mais qui n'est pas un élément qui m'intéresse particulièrement. Mais même plus largement, je suis très heureux de parler de Rétine en tant que lecteur augmenté de ce texte, mais je suis assez peu concerné par ce qui pourrait me concerner moi en tant que personne, dans le rapport que ça a avec les textes que j'écris. Donc pour moi, le livre doit se défendre tout seul, peu importe qu'il ait été écrit par quelqu'un d'un âge ou d'un autre, par exemple. Donc vous ne vous sentez pas appartenir à une génération d'écrivains particulière, qu'elle soit une génération montante ou... Je me sens appartenir à pas grand-chose et encore moins à une génération en général, parce que même l'idée même de génération me dérange dans la mesure où je la trouverais galvaudée à partir du moment où je pense qu'une génération va bien au-delà de l'âge et comporte des critères sociaux, esthétiques, culturels. Et donc je ne veux pas du tout être le porte-voix de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. En revanche, je fréquente des écrivains de mes générations qui sont des amis. Et voilà, peut-être que je les définirais plus comme des amis que comme des membres d'une école ou d'une génération ou d'une communauté. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'était votre premier roman, publié en 2019. Quand avez-vous eu conscience que vous aviez une vocation d'écrivain ?
J'ai commencé à écrire à l'adolescence parce que je fréquentais des cercles de jeunes personnes qui essayaient de créer des formes, quelles qu'elles soient. Alors c'est peut-être un peu hasardeux, je pense que j'avais 100 en moins et que ce rapport au texte n'est pas venu de nulle part, ou peut-être qu'il était aussi par défaut, parce qu'autour de moi il y avait déjà des gens qui chantaient, il y avait déjà des gens qui dansaient, il y avait déjà des gens qui peignaient, qui filmaient, qui photographiaient, donc peut-être que l'écriture est... À vrai dire, je ne saurais pas vraiment expliquer d'où ça vient, mais assez rapidement je me suis rendu compte que c'était ce qui configurait mon rapport au monde, et aussi que c'était mon moyen d'adresse et d'attention aux choses qui m'entouraient. Et peut-être même que c'était les seules choses que je savais faire ou que je voulais faire. Et donc dans les années qui ont suivi, je me suis consacré à cette pratique de mon côté ou dans des cadres collectifs. Mais j'ai plus l'impression que c'est une affaire d'évolution et d'initiation que de quelque chose d'inné, ce qui est peut-être le cas, mais dont j'aurais du mal et dont je ne veux pas vraiment cerner l'origine ou la cause. Alors vous avez commencé par écrire dans des revues, il me semble. Est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus? À vrai dire, j'ai commencé à écrire plutôt pour des cadres artistiques non littéraires, en écrivant pour des artistes, pour des commissaires d'exposition, pour tout un tas de projets de ce genre. Mais j'ai commencé, je pense que mon premier travail d'écriture tenue était Rétine, mais étant donné le temps du processus d'écriture, de conception puis d'édition, des textes en revue sont parus auparavant. Mais ces textes-là étaient synchrones avec le moment où j'étais en train de rédiger Rétine. Alors, vous avez un style littéraire particulier, on l'abordera tout à l'heure. Néanmoins, avant de parler de cela, est-ce que vous pourriez nous confier vos influences? Quelles ont été vos grandes influences littéraires? En lisant Rétine, on peut éventuellement se dire que voilà, on y trouve quelques touches de nouveaux romans, peut-être Michel Butor, ce genre de personnages de la littérature française. Est-ce que c'est le cas, ou est-ce que vous aviez d'autres personnes d'autres auteurs dont vous pourriez vous réclamer? Pour être très honnête, ce serait sans doute très séduisant de pouvoir vous donner plusieurs noms qui seraient comme ça des boussoles dans mon écriture, mais ce n'est pas forcément le cas. Alors il y a évidemment des écritures qui m'ont beaucoup marqué, que ce soit des récits antiques qui continuent à beaucoup m'inspirer, le nouveau roman, mais aussi des fresques et des romans du XXe siècle de Roberto Bolaño ou de David Foster Wallace, ou des choses qui peuvent être des références très éclatées. Mais j'ai l'impression qu'un peu à l'image des rapports que la culture internet permet, c'est plutôt des zones d'influence par capillarité où un livre m'amène à un autre, etc. Et donc aujourd'hui, en écrivant, il peut y avoir un livre de Guillaume Dustan ou de Cathy Haker, le Décaméron et un texte de Mallarmé sur mon bureau. Mais ce n'est pas nécessairement des références directes qui me baignent et dont je lis une page tous les matins pour arriver à toucher mon but comme ça. Mais aussi en commençant à écrire Rétine, de par sa thématique et aussi à cause de ma manière de voir les choses et de faire les choses, les références et les influences qui m'entouraient n'étaient certainement pas seulement littéraires. Donc il y avait évidemment du texte affiché sur les murs autour de mon ordinateur, mais il y avait aussi des images ou des photogrammes de films, la forme de bâtiments, des mèmes trouvés sur Instagram, la forme d'un vêtement, des actualités, des essais. Donc c'est-à-dire que j'ai l'impression que je suis parfois un peu surpris, pour un peu sortir de la question,
par le fait qu'en écoutant des entretiens avec des metteurs en scène, des chorégraphes, des militants, etc., les références sont souvent extérieures au champ qu'ils ou elles occupent. En revanche, quand on parle de littérature, il y a souvent ce tropisme de dire qu'on se situe dans une filiation exclusivement littéraire. Et donc dès lors qu'un créateur de mode a le droit de citer un cinéaste et un écrivain comme principale source d'influence, j'ai aussi envie de pouvoir parler d'un sculpteur ou d'un performeur comme point de départ d'un texte que j'aurais envie ou que je serais en train d'écrire. Alors Rating justement pose la question de ce rapport entre le mot et les images. Vous avez mentionné Instagram et les réseaux sociaux. Est-ce que vous vivez avec votre temps? Est-ce que vous êtes un grand utilisateur de ces réseaux sociaux? Parce que ça occupe quand même un grand rôle dans Rating. L'utilisation de ces interactions virtuelles, finalement on y reviendra plus tard. Mais voilà, comment votre expérience vous a nourri justement, cette expérience des réseaux sociaux dans l'élaboration de Rating? J'ai toujours été assez en retard et pas spécifiquement, en tout cas très prudent, mais je ne pense pas être un utilisateur particulièrement compulsif des réseaux sociaux par exemple. Mais je pense qu'aujourd'hui, se demander si on est un utilisateur assidu des réseaux sociaux, c'est un peu comme se demander si on est un utilisateur assidu du frigo ou de la poêle ou du réveil. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont tellement omniprésentes dès lors que c'est l'endroit où on choisit les événements auxquels on assiste, les amitiés qu'on noue, les tendances qu'on suit, les messages qu'on envoie. Tout converge dans ces espaces-là, ce qui comporte d'ailleurs, d'après moi, des dangers assez importants d'enfermement ou d'isolement par les effets algorithmiques qui en découlent. Mais au-delà de l'espace spécifique des réseaux sociaux, c'est évidemment, je pense, un des enjeux principaux des textes que j'écris, d'essayer de traquer ce qui peut rester d'émotion ou de sensible ou de valeur sous la submersion virtuelle qu'on nous inflige ou qu'on traverse. Et je remarque que pour moi, mais comme pour beaucoup de personnes qui m'entourent, un des premiers gestes au réveil consiste à saisir son téléphone pour savoir ce qui se passe ou ce qui va fabriquer notre journée. Qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens comme moi. Autour de moi aussi, un des moyens d'échapper momentanément à la précarité peut être de dompter une intelligence artificielle pour lui apprendre à faire son propre travail et être remplacé dans quelques années ou aller livrer des repas en vélo. Donc je suis parfois troublé par le fait que, en parlant de mes textes ou des textes qui arrivent, on évoque une sorte de caractère presque science-fictionnel ou d'anticipation dans ce que j'écris. Mais j'ai justement l'impression que la science-fiction, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et que le décrire de manière aussi honnêtement que possible me concernant n'en fait pas pour autant un texte de Philippe Cadic ou de J.J. Ballard. Pour moi, c'est peut-être plus proche du réalisme que d'une fantaisie lointaine de parler de l'omniprésence de la virtualité dans le réel aujourd'hui. Mais un réalisme plutôt noir, par conséquent, enfin. Est-ce que c'est votre point de vue? Est-ce que je sais absolument pas. Je pense que j'aime bien la matière ciselée qu'offre une scène noire, mais j'essaye justement que mes textes créent du trouble et échappent à une espèce d'identification trop simple du réel. Je pense que c'est plus l'espèce de l'engagement politique ou justement des réseaux sociaux. Mais pour moi, justement, le sens de la littérature aujourd'hui, c'est que, en acceptant ses faiblesses et sa vulnérabilité, et ses limites et ses contraintes et sa lenteur, elle a justement la possibilité de contrecarrer les effets des hashtags et d'une espèce de simplification ou de réduction permanente des choses à une seule de leurs dimensions.
Donc j'imagine que mes textes sont parfois noirs, parfois lumineux, parfois d'un genre et parfois d'un autre. Mais en tout cas, c'est justement cette manière de mettre en intelligence des couches différentes qui m'intéresse au moment où je conçois un texte ou un roman. Alors justement, en parlant de cette conception de votre texte, quel a été le processus en fait, de rédaction de votre texte? Est-ce que vous aviez déjà tout dans votre esprit au moment de coucher le récit sur le papier, ou est-ce que cela vous est venu petit à petit au gré de votre inspiration ou de ce que vous écriviez? Sans doute par lâcheté, en fait, je suis incapable de commencer un texte sans savoir exactement où je vais. Donc j'ai je n'ai pas de rythme ou de processus très établi. En revanche, j'ai une grande discipline, une grande rigueur et assiduité dans la mécanique que j'enclenche, qui est toujours la même. Donc elle n'est pas manifeste ou revendicative, mais il se trouve que c'est un peu ma manière de faire aujourd'hui, et déjà pour Rétine. Je pense que la première phase de mon travail consiste à vivre et à laisser les choses venir sans trop tout organiser ou dominer avec l'autorité de l'écrivain ou l'écrivaine. Mais assez rapidement, à force de collecter des intuitions, des images, des rêves, des anecdotes, un tissu comme ça de matériaux très hybrides et très hétéroclites, je commence à savoir quelle est la nature de mon obsession du moment, et je commence à cerner que j'ai envie d'écrire sur un thème ou un autre. Et ça me fait une sorte de base ou de point de repli à partir de laquelle je continue très longtemps, souvent ce travail de collection. Et donc j'essaye de rien juguler ou de rien maîtriser, de tout laisser venir, souvent en m'envoyant des messages sur les réseaux sociaux à moi-même. Donc j'ai une discussion Messenger infinie avec mon propre profil, où je m'envoie des screenshots, des copier-coller, des phrases, des idées, des intuitions, puis sur papier aussi. Et arrive toujours un moment où j'ai l'impression d'être près de la folie, et où j'ai la certitude qu'il est temps que je m'arrête, que le monstre est en train de déborder. Et donc là vient un moment de structuration, d'organisation, où j'essaye de dompter ce mecma, et je conçois une sorte de plan, je compose une partition qui pour moi est vraiment un exercice d'intelligence, de création de liens entre des éléments qui n'ont pas forcément grand-chose à faire à voir, qui n'ont pas grand-chose à voir ou grand-chose à faire ensemble. Et peut-être comme dans ma vie, je crois que les éléments qui m'entourent n'ont pas grand-chose à faire ensemble, mais pourtant ils tiennent, et c'est justement ce ciment qui m'intrigue. Et donc j'en arrive à cette composition à partir de laquelle j'écris. Et après, évidemment, l'écriture a son mystère, où je me permets tout à l'écriture, y compris des débordements qui sont très souvent fautifs. Je me rends souvent compte que les intuitions de mon plan étaient meilleures que ce vers quoi m'amène l'écriture. Mais pour une idée sur 10 qui va être meilleure que celle que j'avais au moment du plan, je suis obligé de tout laisser venir pour garder cette idée-là. Et donc voilà, on pourrait dire que en fait, j'essaye de bien distinguer le travail d'écriture du travail de rédaction, qui pour moi procède davantage d'une tâche artisanale, d'un savoir-faire, que d'un moment de création. Mais quand je commence à écrire un livre, je pense que j'en ai déjà une image assez nette à l'esprit. Pourtant, votre style est quand même très travaillé. On peut parler des longues phrases ou des mots assez recherchés qu'on ne lit pas tous les jours. Quelle importance justement accordez-vous au style, enfin, ou en tout cas à la littérarité de votre texte? J'accorde une grande importance au style du texte, aussi parce que je crois, déjà parce que je crois que une des choses qui me dérange dans la littérature et dans la création artistique en général, c'est quand le sujet est trop visible. Et je crois en la force et en la capacité du style à faire disparaître le sujet, à le rendre invisible à force de travail. Et aussi ce travail-là,
je travaille très lentement, ou plutôt je prends beaucoup de temps. Je ne pense pas être particulièrement lent, mais j'essaye de retarder toujours l'échéance, parce que j'ai la conviction que les textes, surtout aujourd'hui, dans un rapport à la littérature qui est parfois ruiné, parfois compliqué, parfois un peu injuste, que la vocation des textes est de durer longtemps et d'être là pour une durée assez indéterminée. Et je crois que la probabilité qu'un texte résiste au temps tient justement à l'épaisseur de son style et à l'épaisseur de... J'aime bien l'idée qu'un livre ou qu'un paragraphe ait plusieurs dimensions et qu'il y ait une profondeur comme ça et un ancrage qui fait qu'il ne peut pas disparaître au premier coup de vent. Et dans un monde de la vitesse, où le rythme qui nous a imposé par le monde est plutôt propice à des choses qui apparaissent, qui disparaissent, qui apparaissent, qui disparaissent, j'ai l'impression que le texte doit être bien armé et bien solide sur ses bases pour pouvoir perdurer. Mais en revanche, le style de Rétine n'est pas mon style. Je pense que c'est vraiment le style de Rétine. Et que donc ce rapport à la longue phrase ou à certains vocabulaires ou à certaines constructions, à certains rythmes, à certaines temporalités aussi, comme la manière dont le texte est construit dans sa narration, j'ai l'impression que c'est le texte qui l'impose et pas moi qui le désire. Et là, étant donné que l'ambition initiale de Rétine était de voir et de sonder ce dont les mots pouvaient être capables face aux images et quels étaient les atouts du langage textuel face au déferlement visuel du contemporain, j'avais envie de voir si mes phrases étaient capables aussi d'être en haute définition. Et donc le rapport à la description, cet épuisement, j'envisageais vraiment chacun de mes adjectifs comme un pixel supplémentaire et comme un degré de raffinement encore plus grand de l'image pour voir si par la description je pouvais avoir un rendu aussi clair que les images qu'on voit défiler sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur les panneaux publicitaires, etc. aujourd'hui. Donc ce que vous nous dites par exemple, c'est sans rien dévoiler de vos projets futurs, au moment d'écrire votre second roman, le style pourrait être complètement différent de Rétine. Par exemple rédigé en langage familier ou peu importe. J'imagine qu'il y a une part qui vient évidemment de moi, mais mon prochain roman sera très différent de Rétine. Et c'est d'ailleurs ce qui me donne l'envie de l'écrire. Alors, justement, est-ce que vous avez parlé de l'inspiration que vous procurez les images qui étaient autour de vous, que ce soit des films, des affiches ou sur les réseaux sociaux. Est-ce que Rétine a requis de votre part une importante ressource documentaire, en tout cas une recherche documentaire? Je pense par exemple à ce procédé mi-scientifique, mi-charlatanesque dont vous parlez, qui est l'optographie. Donc c'est pas forcément quelque chose dont on peut être très familier. Voilà, est-ce que c'est vraiment, Rétine a été un travail de recherche documentaire poussé et approfondi? J'effectue beaucoup de recherches, en revanche j'aurais du mal à distinguer ce qui participe de la recherche ou ce qui vient plutôt de manière instinctive. J'imagine que c'est un balancier des choses qui viennent comme ça. Et au moment de l'écriture de Rétine, j'ai été au Japon pour mener certaines recherches, par exemple sur l'architecture de Tadao Ando ou sur des rapports de diffusion des images et de techniques de projection, d'impression de matériaux visuels. Mais par contre, l'optographie m'est venue au hasard d'une découverte. À vrai dire, j'en connais plus vraiment les sources, mais d'errants sur Internet, peut-être sur un forum, peut-être sur une sorte de site complotiste qui croyait encore aux capacités et à la réalité, à la viabilité de l'optographie. Mais dès lors que j'ai ces matériaux entre les mains, ça m'oblige à des recherches dans un second temps. Donc le mouvement peut aller dans les deux sens, parce que quand j'ouvre les banques d'images infinies que j'ai sur mon ordinateur, sur mon bureau en travaillant, une fois que je m'aperçois que j'ai décidé de mettre côte à côte
un extrait d'un film d'Albert Serra, une capture d'un site pornographique et un GIF, il faut forcément que je me mette à faire des recherches pour savoir comment tout ça peut cohabiter. Donc le rapport de recherche vient souvent dans un second temps, mais je veux quand même garder un rapport assez enfantin et innocent à la matière que j'aborde, parce que évidemment, quel que soit le sujet que j'ai envie de traiter, il va y avoir une polarisation vers certaines sources ou vers certains référents, par exemple occidental ou par exemple contemporain, que j'ai pas envie de devoir précéder ce que j'ai dans l'esprit et dans ma sensibilité. Alors justement, vous parlez donc de cette collecte d'images ou de sources diverses, picturales ou sonores ou autres. C'est exactement le même procédé auquel s'astreint donc le narrateur de Rétine dans le cadre donc de la confection de cette exposition, une exposition donc de l'artiste DGF, que vous nommez DGF. Est-ce qu'on peut dire finalement qu'il y a une part autobiographique dans ce récit, sachant que le narrateur n'est jamais nommé, il est anonyme, ou au contraire est-ce une fiction, une autofiction? Comment décririez-vous, comment qualifieriez-vous Rétine? Je pense que je dirais roman. Vraiment tout simplement. Et que je m'arrêterai là, même si justement parce que, comme je le disais précédemment, je pense qu'une des forces du roman est sa capacité à accueillir un peu comme une zone de cruising des profils très différents qui se rassemblent dans l'envie commune d'accéder à un but ou à une idée, pas dans mon cas, mais pour d'autres textes, à une morale ou à une vision du monde en tout cas. Et la diversité de ces couches superposées justement en fait la force, et donc je pense qu'on pourrait autant parler d'autofiction que d'enquête, que d'anticipation, que de fable, que de je sais pas trop quoi. Donc je m'en tiendrai à la notion de roman. En revanche, sur précisément la nature autofictionnelle, la question du rapport à la fiction et à la spéculation dans mes textes m'intéresse beaucoup, parce que justement, à l'heure des deepfakes, de la télé-réalité ou des logiques d'influence, je suis toujours un peu sceptique. Enfin, j'ai tendance à vite trouver has-been les gens qui essayent de créer une frontière trop nette entre ces deux champs. Parce que j'ai l'impression que notre réel est gorgé de fiction et que les fictions, depuis peut-être les années 80, sont gorgées de réel. Donc je ne fais pas cette segmentation de manière très nette, mais ce qui est sûr, c'est que tous les personnages de mes textes sont des sortes de créatures bioniques ou hybrides ou transitoires qui compilent le regard d'une Amy, les valeurs d'un personnage de film et les manières d'être de moi-même dans un rêve récent. C'est-à-dire que c'est des sortes de patchwork ou de mosaïques entre des inspirations très différentes. Alors dans Rétine justement, le narrateur est en relation avec une jeune fille qui s'appelle Hitomi. Cette relation est particulière puisqu'elle est visuelle, non verbale. Elle se fait dans un premier temps sur un réseau, Zoom ou Skype, où Hitomi et le narrateur se regardent, se contemplent. L'incommunicabilité entre ces deux êtres est finalement assez flagrante, car même quand ils se croisent, quand ils se voient dans la vraie vie, l'échange n'est pas là. Elle parle toute seule, le narrateur ne l'écoute pas. Est-ce que, d'après vous, on pourrait aller jusqu'à dire que les relations humaines ou le futur des relations humaines, finalement, sera forcément une très grande partie numérique, virtuelle? Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous déplorez? J'ai l'impression que le virtuel a déjà affecté très largement nos manières de communiquer. Et c'est aussi approprié des valeurs, je ne sais pas, par exemple l'idée d'influence, ou l'idée de communauté, ou même l'idée d'amitié, qui sont complètement reparamétrées par ces nouvelles technologies. Donc oui, je pense que la tendance est plutôt celle-ci, mais après,
je pense qu'il ne faut pas s'y résoudre ou s'y résigner et que ce n'est pas forcément non plus un mal en soi, il n'y a pas de jugement moral là-dedans. Mais comme dans le rapport aux images aujourd'hui, je pense que l'urgence est plutôt à considérer ces changements et à s'y adapter, ou à les refuser, mais en tout cas à se positionner et à se situer dans ce nouveau décor. Et après à y trouver ses régimes d'attention, sa propre justesse, sa propre vérité. Mais dans cette scène de l'échange entre la narration, le jeu et le personnage d'Hitomi via Skype, j'ai aussi l'impression qu'il y a la confrontation qui est peut-être à certains égards générationnels entre des savoirs ou des vertus très classiques qui sont celles qu'on trouve chez Virgile ou Homère, qui sont, je sais pas, le sentiment amoureux, une sorte de densité émotionnelle comme ça, avec une désincarnation ou une distance à laquelle nous oblige le virtuel. Et je sens autour de moi cette espèce de capacité de personnes à être à la fois en contact avec des personnes à des centaines de kilomètres d'eux ou d'elles, et à une omniprésence du virtuel, et dans le même mouvement, un rapport très vital à la précarité, à la création, à la magie pour certaines personnes. Et là, j'ai envie ou j'ai l'espoir que le roman soit capable de générer des sortes de mythes ou des légendes contemporaines, parce que peut-être que ce sens-là manque à notre société, sans doute pas à d'autres, mais peut-être à la nôtre. Et je crois que cette tension entre la froideur ou le côté clinique des écrans et des réseaux, avec des dimensions beaucoup plus occultes ou beaucoup plus millénaires, ce rapport-là m'intéresse beaucoup. Et j'ai l'impression que c'est là que peut se créer une forme d'état des choses d'aujourd'hui et des années à venir. Alors, prépondérance de la virtualité, prépondérance des images. Pour autant, votre narrateur n'est pas dénué d'émotion, il n'est pas passif devant les événements. Alors, on parle de cet aspect un petit peu dépersonnalisant, de ce trop-plein d'images et de virtualité. Mais pour autant, on sent que votre narrateur est quelqu'un de profondément humain. Par exemple, quand il regarde par inadvertance un extrait donc, des Ailes du désir de Wim Wenders, au moment où le personnage donc, saute d'un immeuble pour se suicider, il vomit littéralement. Donc c'est quelque chose justement qui prend aux tripes. Cela ne revient-il pas à dire finalement que malgré, face à cette omniprésence donc, de ces outils numériques qui envahissent un peu notre quotidien, la nature humaine finalement reste ce qu'elle est, elle revient à ses fondamentaux, c'est-à-dire ce qui fait qu'elle est profondément humaine. Ce côté émotionnel ne le quitte pas. Peut-être, et peut-être aussi que l'instabilité ou la perturbation que génère ce qui est quand même d'après moi, et l'année qu'on vient de passer le montre aussi, quelque chose qu'on aurait pu penser totalement dystopique il y a encore quelques décennies et qui nous fouette comme ça très directement, peut aussi nous permettre de revenir à certaines bases ou à certains rapports aux choses beaucoup plus essentiels, viscéraux. C'est sûr que ces personnages, et j'imagine tous mes personnages, seront toujours tenus par une grande forme d'humanité ou de recherche de sincérité, de vérité, de sensibilité surtout. Et que ce qui m'intéresse, c'est plutôt de voir dans quelle mesure ils doivent négocier avec la dépersonnalisation ou l'hyper-personnalisation auquel les nouvelles technologies nous contraignent. Mais j'ai aussi l'impression que cette logique du réseau peut aussi nous permettre de considérer nos existences comme beaucoup plus
fractal et complexe que ce que le héros romantique ou le roman du XXe siècle nous proposait, et qu'il est peut-être temps aussi que la littérature s'ouvre à des spéculations qui soient plus qu'humaines ou non humaines, à des régimes de savoir qui comprennent une vision plus large du vivant, de se rendre compte aussi face au péril un peu post-naturel qui est le nôtre, que les enjeux et les entrelacements du vivant sont plus complexes que ce qu'on pourrait penser. Et ça, c'est des enjeux face auxquels je me sens une responsabilité en tant que personne qui façonne des histoires, parce que j'ai l'impression que les histoires qu'on raconte ont un effet, et que ces histoires-là racontent elles-mêmes une histoire, que la manière qu'on a de dépeindre le monde a des effets sur les référents culturels ou esthétiques ou moraux ou politiques qui seront les nôtres. En tout cas, j'ai cet espoir-là, donc j'entends tout le vertige qui peut être créé par cette nouvelle donne, par l'heure du sans contact, de la vidéo à la demande et du partage de connexions permanents. Et en même temps, je me dis que ça peut aussi être l'opportunité de reparamétrer certains rapports aux choses, et aux choses ou bien non humaines ou bien immatérielles, et de balayer un peu des croyances et des constructions des derniers siècles qui n'ont pas forcément été indemnes de tout drame, de tout système de domination, de choses à propos desquelles la littérature a quelque chose à dire, je crois. Cette virtualité pose aussi la question du rapport que l'on a avec son propre corps, forcément. Ce qui apparaît, et ce qui est assez flagrant aussi quand on lit Rétine, c'est le rapport qu'entretient le narrateur avec son propre corps à lui, qu'il décrit quand il se voit dans un miroir, par exemple, qu'il décrit à chaque fois comme étant fatigué, avec des cernes, etc. Donc est-ce que justement ce nouveau rapport avec la virtualité ne remet pas en question la conception qu'on peut avoir de notre propre matérialité, de notre propre matérialité, de notre propre corps finalement? Complètement, et ce sera d'ailleurs un des enjeux principaux du roman que je suis en train d'écrire maintenant. Mais j'ai l'impression que nos corps comme nos textes sont épuisés par ce nouveau paradigme, et j'essaye en écrivant de dégrossir, voire même de vider des choses, des pulsions, des obsessions, des désirs, de les épurer au maximum pour en garder une forme de matière première, de grâce, et ce point vers lequel on revient toujours, cette incandescence qui ne peut pas être perdue, quoi. Alors on a parlé justement des côtés, des inconvénients de cette virtualité. Vous évoquez le mot grâce, c'est un mot poétique. Peut-on trouver, pour le coup, de bons points dans cette virtualité? Je pense notamment à la poésie. Peut-on trouver une certaine poésie là-dessous? Vous évoquez notamment un épisode de Rétine où le narrateur donc assiste à un concert, et donc il établit des correspondances, pour évoquer Baudelaire, entre le discours, un discours qui est prononcé, sa mise en musique, sa transcription en images, donc ce sont les fameuses synesthésies baudelairiennes. Donc peut-on y voir une poésie derrière Ah oui, complètement, parce que je pense qu'il y a une part de passion débordante dans mon rapport aux écrans, mais aussi une part d'intérêt et de curiosité et de fascination. Et il y a évidemment une nouvelle poétique qui se crée. Et d'ailleurs, pour vous reprendre, pour moi, la question n'est pas vraiment de dresser des bons points ou des mauvais points. Et encore une fois, même dans le rapport aux images, à la sortie de Rétine, on a souvent présenté ce texte comme un peu un état des lieux d'une époque où il y avait trop d'images. Et je reprenais toujours cet argumentaire en
en disant que d'après moi, il n'y a pas trop d'images. Je pense qu'il y en a beaucoup, mais je ne crois pas que ce soit mon rôle de dire qu'il y en a trop ou pas assez, mais seulement qu'il y en a beaucoup et que ça implique des choses dans nos regards et dans nos manières d'agir et de percevoir le réel. Mais évidemment, d'un point de vue très personnel, je pense qu'on traverse une des époques, au moins du point de vue discursif et du point de vue esthétique, les plus passionnantes qui soient, grâce à ce que le virtuel peut amener au réel. Là encore, en parlant en tant que moi et pas en tant que mes textes, j'ai l'impression qu'il faut préserver ou doper ces opportunités, tout en veillant à faire en sorte que le réel ne devienne pas une pause dans le virtuel. Alors on peut identifier 3 grands thèmes aussi, en plus de ce dont on vient de parler dans Rétine. C'est bien sûr l'art contemporain, le Japon et le paysage urbain. Et ces 3 sont finalement assez imbriqués. Vous consacrez de nombreuses pages donc, au paysage urbain japonais avec cette architecture Tadao Endo. Est-ce que donc, ces 3 grands thèmes qui peuvent se retrouver ont été un moteur dans l'écriture de votre ouvrage? Est-ce que c'est quelque chose qui était obligatoire? Par exemple, le Japon, ça se passe au Japon, ça ne pouvait pas se passer ailleurs. On parlait aussi de Berlin, mais par exemple, ça n'aurait pas pu se dérouler en pleine nature, dans on va dire, la jungle birmane, par exemple. Donc, est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous aviez à cœur quand vous avez écrit cette œuvre? Je n'ai pas écrit le livre. Je pense que cette histoire et ce livre n'auraient pas pu se dérouler ailleurs parce qu'il est comme ça. Mais mon premier roman aurait tout à fait pu se dérouler dans la jungle birmane. Mais c'est des éléments que je ne maîtrise pas tout à fait, mais évidemment il y a des raisons et des zones d'intérêt ou des liens logiques qui m'amènent à travailler telle ou telle question. Mais j'entends bien sûr les thèmes qui ressortent du livre, mais au moment de son écriture, je ne le façonne pas autour de thèmes. Par exemple, le rapport à l'art contemporain, de par mes fréquentations et de par mes curiosités, c'est quelque chose de complètement vécu pour moi. C'est-à-dire que je ne le vois pas comme une matière lointaine, mais comme un cadre dans lequel j'évolue entre autres cadres. C'est pas seulement mon point de rattachement, mais l'art contemporain fait partie de ma vraie vie, au même titre que ma famille, les plantes ou les paysages urbains. Ce qui m'intéresse après, c'est plutôt de voir justement quel thème tel ou tel lecteur ou lectrice y voit. Parce que l'enjeu narratif de mes textes, je pense, tient à essayer de créer des situations auxquelles exposer l'imagination, l'engagement ou les perceptions du lecteur, plus qu'à imposer un discours très préfabriqué ou une histoire ou une intrigue, à sortir de ces canons-là pour rentrer dans des récits plus fragmentés et imbriqués. Mais donc ce rapport d'exposition justement aussi m'intéresse parce que une fois le texte paru, je suis plus dans un rapport de curiosité face aux lectures qui ont été faites de mes textes que dans un rapport d'autorité de l'écrivain qui arrive et qui explique que ça est fait pour telle raison ou ça est fait comme ça pour ça. Il y a une zone d'abstraction et de lâcher prise me concernant parce que ce qui m'intéresse, c'est de suggérer, de susciter des émotions plutôt que de les jeter à la face du lecteur ou de la lectrice. Alors, quand je disais que ce récit ne pouvait pas se dérouler ailleurs qu'au Japon, c'est que, aussi, le Japon est une société, comme chacun sait, très avancée technologiquement, très connectée, d'où cet aspect aussi parfois dépersonnalisant qu'on peut voir au Japon, et je pense notamment au documentaire, enfin mi-documentaire, mi-fiction de Werner Herzog, qui s'appelle Family Romance. Donc est-ce que justement l'expérience que vous avez eue au Japon ne vous a pas inspiré dans ce sens-là? Est-ce que vraiment ce récit a un rapport vraiment très impliqué au Japon quand même? Oui, je pense que dans les paysages urbains dont vous parliez au Japon, même dans l'architecture de Tadao Ando, ce qui m'intéresse au Japon, c'est que c'est une sorte de rapport au contemporain et à la technologie, mais à d'autres choses, au corps, à la robotique, etc., qui est très futuriste,
et qui en même temps est très daté. Et c'est sans doute quelque chose qui m'intéresse, peut-être aussi que c'est pour ça qu'on est en train de réaliser cet entretien devant cette façade. Mais il y a quelque chose où j'ai l'impression que c'est comme si le futurisme était entré dans le patrimoine. C'est-à-dire qu'on peut enfin avoir une distance vis-à-vis de ces choses-là. Et le Japon a un rapport à la technologie très intéressant, notamment du point de vue des images, parce que ça a été un des pays de naissance ou d'émergence de caméras, d'écrans, etc. Et en même temps, la technologie japonaise a été économiquement mise à mal par la suite. Et sans doute qu'aujourd'hui, par exemple, la Corée a un rôle à jouer beaucoup plus important dans les nouvelles technologies et que le Japon n'est plus vraiment un pays à la pointe. Et donc, en se promenant dans Tokyo, il y a cette chose très intéressante d'avoir l'impression d'être face à une sorte de science-fiction un peu vieillie ou de technologie déjà un peu dépassée. Et ces rapports aussi historiques m'intéressent beaucoup, comme, je sais pas, l'omniprésence de termes issus de langues mortes dans les langues anciennes, dans les nouvelles technologies, est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ces espèces de passements et de choses qui, d'après moi, créent des mythes contemporains et créent des espaces, justement, qui sont pleins de troubles et qui échappent à des communautés très précises et qui empêche une réduction. Enfin, j'ai l'impression que le roman est vraiment ce point de convergence et cette plateforme de discussion où des matériaux très étranges et très hybrides peuvent trouver sens ensemble, comme dans la vie. Vous parlez des langues anciennes, justement. Est-ce qu'il y a un vaste mouvement de retour, de recherche vers les traditions? Est-ce que c'est quelque chose dans laquelle vous croyez pour plus d'authenticité, pour donner un sens à sa vie, ou au contraire c'est quelque chose qui vous laisse complètement indifférent ou qui ne vous concerne pas? Je pense que c'est plutôt la recherche de paradigmes et de sens et de mythes dont je parlais avant qui m'intéresse. Par exemple, je remarque que des savoirs un peu pauvres ou ésotériques, comme par exemple l'astrologie, redeviennent très puissants aujourd'hui, comme il était il y a des siècles en arrière. Et ce rapport à des nouvelles formes, enfin à des anciennes formes et à la nouvelle jeunesse de valeurs, d'images, de référents qu'on pensait complètement dissous dans quelque chose de très daté, quoi, m'intéresse beaucoup. Et je pense que c'est aussi un rapport à des grands modèles que permettaient les récits antiques dans leur ampleur, dans leur dimension, dans leur nature épique, même ce rapport au récit initiatique. La cosmogonie, tout cet aspect touffu m'intéresse beaucoup parce qu'il y a une espèce d'acceptation du grandiose et je pense que les lecteurs aujourd'hui sont justement en recherche de cette espèce d'amplitude et de création de sens. Je pense qu'il est aujourd'hui temps peut-être d'imaginer des récits moins uniques ou moins autoritaires, mais néanmoins que la fiction a un rôle à jouer aujourd'hui particulièrement pour créer des nouvelles perspectives et des nouvelles ébauches et ouvrir le champ à de nouveaux possibles.